Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato, 15 jours après Sofiane Amrabat. C'est Azzedine Ounahi qui a été associé au PSG hier, une rumeur rapidement éteinte par le journal L'Équipe, mais il y a quand même quelque chose à en tirer. Et après en avoir parlé, on reviendra sur l'affaire Noël Le Graët, Zidane et bien sûr Kylian Mbappé qui continue à changer les choses en s'attaquant ouvertement à son supérieur hiérarchique. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain pour avoir un maillot offert pour 49 € d'achat et 2 pour 89 €. Vous remplissez vos informations de livraison et une fois sur la page de paiement, vous remplissez l'espace commentaire avec le modèle et la taille du maillot que vous souhaitez. Il sera rajouté au colis et bien évidemment offert. Bref, commençons avec Ounahi qui est connu du grand public depuis la Coupe du Monde et des suiveurs de la Farmer League depuis un petit bout de temps déjà puisqu'il éclabousse notre Ligue 1 de son talent depuis le SCO d'Angers où il a prolongé jusqu'en 2026 fin août et aujourd'hui il attire vraiment des clubs de partout après cette épopée marocaine, Leicester, Leeds, le Napoli, le Barça et donc depuis hier le PSG. L'intérêt est confirmé, hein. L'intérêt c'est certain, Luis Campos a discuté avec lui après sa belle Coupe du Monde. Alors, le premier journal qu'il a annoncé, c'est un journal égyptien. Allez savoir pourquoi. Pour un joueur marocain qui évolue dans le championnat français et sur un transfert vers Paris. Un journal égyptien qui nous annonce que c'est bouclé pour 30 millions d'euros. Matt Moreto, source espagnole, qui nous annonce que oui, le PSG a pris le lead du dossier pour l'été prochain, donc on le signe cet hiver et on le prête à Angers pour les 6 prochains mois. Fabrizio Romano a tout démenti dans la nuit et Loïc Tanzi ce matin a confirmé l'intérêt du PSG il y a quelques semaines, mais Luis Campos n'a pas avancé sur le dossier pour certaines raisons qu'on verra plus tard dans la vidéo. Alors, Ounahi, bien évidemment, 22 ans, contrat à Angers jusqu'en 2026, comme je le disais, ce qui fait que d'un point de vue comptable, c'est une opération qui va être probablement onéreuse. Comme il y a beaucoup de prétendants, la surenchère peut vite arriver. Leicester, ça parlait d'une offre de 45 millions. Là, ce serait Leeds pour 25. Il y a eu Marseille aussi, je crois, qui était cité. Bref, plein de monde. Dans tous les cas, il en vaut 15 sur Transfermarkt. Et donc, les informations disent que pour le PSG, c'est 30 millions. D'ailleurs, Moreto a rajouté que Achraf Hakimi joue un grand rôle dans ce dossier. C'est un peu un moyen de rajouter du storytelling, bien évidemment. Ounahi, c'est qui? Petit gabarit, 1m82 pour un peu plus de 60 kg. Donc, c'est assez frêle. Des qualités techniques qui sont évidemment la plaque tournante de son profil. C'est un très très bon relanceur. Il a joué plus bas avec le Maroc qu'à Angers. Du coup, c'était ses qualités de relance qui étaient mises en avant au Qatar, évidemment pour casser les lignes, garder le ballon sous pression, éliminer aussi parce que c'est un très bon dribbleur. Et puis à Angers, voilà, il évolue au-delà de la ligne médiane. Il arrive un petit peu à se projeter, à lancer ses attaquants dans la profondeur. Et bien évidemment, tout ça est la première de ses qualités. En matière de dribble, il y a une stat qui est vraiment très intéressante pour lui parce qu'aujourd'hui, tu es au PSG. Tu as un milieu qui est mi-figue, mi-raisin. C'est évident qu'il faut y recruter dans ce milieu. C'est pour ça que je parle un petit peu de tous les joueurs qui sont associés au club au milieu pour essayer de saisir un petit peu les enjeux. D'un côté, tu as tes jeunes, tu as un mercato cet été qui a été fourni numériquement, mais qualitativement, c'est compliqué de s'y retrouver. Tu as Marco Verratti qui est la plaque tournante et avec qui tu dois du coup articuler les joueurs que tu recrutes. Ils doivent être complémentaires à lui parce qu'il ne bougera pas, il a encore prolongé. En plus de ça,
Quand tu es milieu au PSG, ta mission, c'est compenser évidemment les déplacements de la MNM avec ballon, mais aussi sans ballon bien évidemment. Donc ça fait plein de choses éparpillées et qui du coup vraiment resserre l'étau quand tu cherches des joueurs sur le marché des transferts et qui fait qu'on peine vraiment à trouver chaussures à notre pied. C'est très très compliqué. Et puis bien évidemment, d'un point de vue qualitatif, on a tellement accumulé des joueurs qui étaient moyens. Et le mercato d'été de cet été-là nous a encore confirmé dans cette tendance qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu peux être en mesure de demander un vrai bon qualitatif avec de l'investissement et un joueur qui du coup fait partie du gratin européen. Forcément, c'est quelque chose qui rentre en ligne de mire. Au niveau des dribbles, Unai fait partie de cette trempe parce qu'il est le deuxième joueur des 5 grands championnats, donc là c'est des stats en championnat, pas la Coupe du Monde, qui a réussi le plus de dribbles. Derrière Lionel Messi, c'est-à-dire que les meilleurs dribbleurs, tu as Messi qui en a réussi 47, voilà, c'est absolument énorme. Et le deuxième, c'est Unai avec 37. Donc il y a 10 dribbles d'écart. Déjà, ça nous montre le niveau qu'affiche Lionel Messi, qui est encore un extraterrestre sur sa première partie de saison. Et bien évidemment, Unai, sa capacité à rivaliser avec les plus grands. Par exemple, le troisième derrière lui, c'est Vinicius Junior. Et il a un taux de réussite de 53%. C'est quand même très intéressant, sachant que Vinicius, lui, je crois qu'il est dans les 30%. Voilà, 53% de dribble réussi, c'est assez correct. Voilà. Et à la Coupe du Monde, il était 9e. Mais là, il y a eu un niveau qui a été extraordinaire. Alors, le premier, c'est Mbappé, et il y a Musiala aussi. Alors, l'Allemagne, ils sont éliminés en poule, mais Musiala est 2e avec un volume de dribble tenté réussi qui est absolument dingo complètement. Lui, avec Bellingham, évidemment que ça, c'est le gratin du football européen. Donc voilà, il est exceptionnel Unai sur les changements de rythme, les appuis courts bien sûr. Par contre, le gros bémol bien sûr, aujourd'hui, tu es dans un foot ou au milieu de terrain, les profils qui font partie du gratin, ce sont des profils mais de cyborg en fait, des mecs qui sont complets de partout. Bellingham, voilà, qui a toutes les dimensions du milieu moderne. Paul Pogba, alors bien sûr, lui, au niveau de l'investissement et de la régularité, tu peux revenir, mais en matière de profil, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire en fait? C'est la question que tu te poses pour les vrais top prospects mondiaux aujourd'hui. Unai, il y a un vrai bémol quand même. Lui-même le dit dans une interview en 2021, j'évite le duel parce que les gabarits en face, ils ne sont pas pour moi. Le problème, c'est que c'est difficile de corréler cette déclaration et du coup cette dimension de son jeu avec ce PSG-là, d'autant plus après le match contre Lens où on s'est fait bousiller au duel. Et dans ce PSG qui a absolument besoin de joueurs qui jouent des duels parce que Vitinha, Verratti sont des petits gabarits, Fabian Ruiz n'est pas très bon dans les duels aériens par exemple, Marquinhos dans une dimension défensive les fuit, Hakimi c'est plus quelqu'un qui va les gagner en courant vers son but par ses capacités de vitesse, volume de jeu, endurance. Donc voilà, niveau duel dur sur l'homme, aujourd'hui dans l'effectif, je cite Danilo, Kimpembe, bien évidemment, qui défend en avançant, qui est très agressif. Nuno Mendes, peut-être que j'en oublie. Alors, Fabian Ruiz, c'est quand même assez bon sur les duels au sol, bien évidemment. Mais sinon, Ramos les fuit parce qu'il est vieux. Marquinhos les fuit parce que c'est son profil. Je vois pas grand monde d'autres. Hein. Bernat, pareil, c'est un petit gabarit. Si Mukele, j'oubliais Mukele quand même, qui en joue beaucoup et qui en gagne beaucoup aussi. Donc voilà, Danilo, Kimpembe, Mukele. Unai ne s'inscrirait pas dans cette lignée-là. C'est quelqu'un qui fuit les duels, donc ça me pose quand même des problèmes. Par exemple, ces duels aériens, il en remporte que 16%. Malgré ça, il a une excellente endurance, bien évidemment. Il avale les kilomètres, il a une VMA qui est énorme et c'est sa deuxième qualité, avec sa technicité, sa palette technique qui est très très développée. Loïc Tanzi nous a donc dit ce matin que Campos, oui, a discuté avec le joueur, donc il y a eu intérêt du PSG, mais il n'a pas avancé sur le dossier parce qu'il veut faire place au jeune Luis Campos. Alors, là, c'est pour moi le nerf de la guerre. Pourquoi ? Sur le papier, si tu lis l'info et que tu y crois, c'est pas mal. Tu as vu vendredi soir de quoi étaient capables Warren Zaïre-Emery et Ismaël Garbi, et au-delà de leur qualité technique de projection et tout ça, c'est des mecs qui sont quand même finis. Les mollets de Warren Zaïre-Emery, moi, ils m'ont choqué quand même. Voilà. Pour un mec qui va fêter ses 17 ans, c'est quand même quelqu'un qui est plus homme que garçon.
Ismaël Garbi, c'est pareil, même si lui, il est plus vieux que Zahir Emery. Donc ça, c'est pas mal. Ça me fait penser, par rapport à Michu ou Kais Ruiz, qui étaient un petit peu les prospects des dernières années, là, il y a une grosse différence. Michu, Kais Ruiz, il y avait un déficit physique. Simons, un peu moins, il y en avait un quand même, mais un peu moins. Là, par contre, voilà, Warren et Ismaël Garbi, c'est quand même des joueurs qui sont bien finis, donc tu peux leur faire confiance. Voilà. Sur le papier, c'est cool. Parce que comme je le disais, Unai, c'est pas le mec qui va te faire le bon qualitatif. C'est plutôt le joueur que tu vas recruter après avoir fait de la place dans ton effectif. Comme tous les joueurs qu'on a recrutés cet été. Vitinha, Renato et Kitike. Voilà. Quand tu recrutes un Frenkie de Jong, un joueur qui est là pour être titulaire, tu lui fais pas de place. Boum, tu le recrutes, terminé, c'est ton titulaire. Mais là, Unai, bon, il n'y a pas trop de perspectives aujourd'hui. Quoique, je pense que de l'autre côté, dans la réalité, alors déjà, cet été, on n'a pas du tout fait ça. Luis Campos, je pense qu'il a utilisé cette rumeur pour se mettre l'opinion publique dans la poche, parce que on peut tout remettre sur le dos d'Antero, comme il l'a fait en septembre sur RMC, mais dans tous les cas, il a viré Kalimundo, certes pour Hugo Ekitike, qui est aussi un jeune, mais il a viré Kalimundo alors que l'argent qu'il a fait, les 25 millions à Rennes, il aurait pu les faire sur Pablo Sarabia, par exemple. Tu as recruté Renato Sanchez, Carlos Soler, alors que les rôles qu'ils ont, tu peux les donner à Warren ou à Ismaël Garbi. Tu vois ce que je veux dire? Donc cet été, ça n'a vraiment pas du tout été la logique, en fait, qui s'est traduite dans la réalité. Et peut-être aussi que faire de la place pour les jeunes, ça a ses limites. Parce que, de l'autre côté, on a peut-être aussi besoin de recruter au milieu de terrain. Je veux bien qu'on aime les jeunes et qu'on veuille les voir parce que c'est enthousiasmant et ils ont des qualités, c'est évident. Mais de l'autre côté, on a recruté Renato qui aujourd'hui est out. Alors bon, il a repris l'entraînement collectif aujourd'hui, mais sur la saison, on ne compte pas sur lui. Pour moi, il n'y a aucune perspective d'avenir avec lui. Je n'attends rien de Renato. Et on n'a pas ce genre de profil au milieu qui se projette, qui apporte de la verticalité, qui a une dimension physique. Tu vois ce que je veux dire? Fabian Ruiz est un espèce de Folland. Vitinha, bon, il ne fait pas progresser le ballon. Verratti joue en tant que sentinelle. Et Renato est à l'infirmerie. Donc, pour moi, il y a quand même un besoin, au-delà de faire de la place des jeunes, de recruter un joueur qui est capable de te faire du lien entre ton milieu et ton attaque. Mais encore une fois, c'est conditionné à un départ en amont, parce que cet été, tu as recruté beaucoup, tu as des joueurs en prêt qui vont revenir, même si Icardi a marqué avec Galatasaray ce week-end et qu'il a des stats honorables, Paredes à la Juve, c'est pas la même paire de manches. Si je dis pas de conneries, Ander Herrera, ça devrait être un petit peu pareil, et puis surtout Draxler, qui va revenir du Benfica, je pense. Donc là, je pense que la vérité sur ce dossier, c'est qu'on n'a pas de sous cet hiver pour recruter. Luis Campos aimerait recruter au milieu de terrain, mais comme il ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'oseille, il utilise un petit peu les rumeurs qui filtrent pour pouvoir un petit peu se mettre l'opinion dans la poche. Tu vois ce que je veux dire, dans tous les cas. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une nécessité de recruter. De la classe mondiale, ça ce sera toujours le cas et c'est pas pour cet hiver. Et deux, peut-être quand même un profil pour combler un petit peu ce que Renato n'apporte pas et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il faut envisager un départ de Renato. Bref, c'est un cercle sans fin. Voilà un petit peu pour cette rumeur. Et puis pour Unai, je suis pas sûr que pour lui ce soit le bon choix. 22 ans, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il aille dans un club intermédiaire pour apprendre un petit peu le dépassement de fonction, par exemple, plutôt qu'au PSG où, justement, en fait, au PSG, quand tu es milieu, je le disais, ton rôle, c'est pas de jouer sur tes qualités. C'est de combler la MNM devant. Donc, c'est quand même assez compliqué pour lui aussi d'envisager ce genre de choix. Voilà un petit peu pour la rumeur Unai. Revenons un petit peu sur Mbappé. Alors, Noël Le Graët, je ne vous fais pas de dessin, a pris la parole sur RMC, il a dit Zidane, j'en ai rien à secouer, qu'il aille avec le Brésil. Bref, il a manqué de respect, c'est évident. Bon, c'est une déclaration qui est complètement hors sol, mais de l'autre côté, ça surprend qui? Là, ça s'est ouvert à l'opinion publique en général, puisque toutes sortes de célébrités ont fait un message de soutien à Zidane, et puis tout le monde a entendu parler de cette histoire ce matin au réveil ou hier soir, tu vois ce que je veux dire. Mais on le sait tous que Noël Le Graët est complètement dépassé depuis quelques années, et puis surtout que l'audit qui est en train d'être mené par le ministère des Sports risque de révéler des choses pas très glorieuses, et qui pourraient conduire à sa démission. Moi personnellement, première chose sur ce dossier,
Évidemment, il y a la dimension par rapport à Zidane. Oui, il lui a manqué de respect. Oui, Zidane est une légende. Oui, il faut prendre soin de ce genre de joueur. Mais je regrette que le poste de Noël Le Graët soit fragilisé par ce genre d'événement, plutôt que sur toutes les investigations qui ont été menées pendant l'automne sur des potentielles histoires d'abus sexuels, abus de pouvoir, conflits d'intérêts au sein de la fédération, qui sont quand même mis en avant par un certain nombre de journalistes qui font quand même un travail très poussé, qui avalent une charge de travail très importante, tu vois ce que je veux dire? Et le ministère qui a lancé un audit, on va voir ce que ça va faire, mais ça fera moins de bruit que cette histoire avec Zinedine Zidane. Donc je regrette ça, même si de l'autre côté, bien sûr, voilà, sur les faits, bien évidemment que cette déclaration est complètement hors sol. Et puis dans tout ça, bien évidemment que la tournure n'aurait pas été la même sans un tweet qui est venu de manière très spontanée de la part de Mbappé. Et c'est ça que j'ai aimé. Parce que, un, ça a été le premier à réagir. Deux, sur Twitter, avec une petite phrase, pas un communiqué machin chouette. Donc, il y a fort à parier. Alors, il était à New York. Là, il est au Maroc avec Achraf Hakimi. Il n'est pas encore de retour à l'entraînement avec le PSG. Il ne sera pas là, je pense, contre Angers mercredi. Mais contre Rennes dimanche, je pense qu'il sera quand même au moins dans le groupe. Il a fait un tweet donc directement. Donc, il y a fort à parier que il a reçu un message d'un mec de son entourage, son avocate, qui lui dit « vas-y, tweet ». C'est lui qui l'a fait de son propre gré, avec ses propres mots, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose rongé par la communication. Donc ça, c'est très spontané. Évidemment, encore une fois, il s'engage contre son supérieur hiérarchique, comme après l'histoire du pénalty loupé contre la Suisse, où il voulait plus de soutien de la fédération par rapport à la vague de racisme qu'il a reçue. Au final, il était un petit peu seul. Il avait même dit publiquement, mis en avant publiquement, je crois que Noël Le Graët disait qu'il n'y avait pas de racisme. Et puis, bien évidemment, il y avait aussi l'histoire des sponsors, où il ne voulait pas faire la pub avec KFC, les trucs de malbouffe, je crois. Tout plein de choses qui changent. Alors, d'un côté, on peut dire, oui, les autres joueurs devraient faire de même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des seuls qui est en mesure de le faire, parce que si les autres le font, ben, je crois qu'ils sont un peu ligotés. Ils mettent plus un pied en équipe de France, tu vois ce que je veux dire? Lui est tellement important que il utilise sa place pour pouvoir faire évoluer les choses. Et ça, franchement, c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui dépasse ses fonctions. Moi, j'adore ce type de personnalité publique qui s'engage. Alors, on aime ou on n'aime pas. Forcément, s'engager veut toujours dire cliver. D'un côté, tu auras ceux qui seront derrière toi et de l'autre, ceux qui feront des débats, ceux qui feront de la récupération pour pouvoir vendre, sortir des extraits de leur contexte. Ça fait partie du jeu médiatique. C'est quelque chose qui a toujours existé. On peut s'en plaindre, mais voilà, il faut faire avec. Voilà. Moi, j'adore ce type de personnalité publique. C'est comme Omar Sy avec l'espèce de polémique des mecs qui sont engagés. Tu vois ce que je veux dire? T'es d'accord, t'es pas d'accord. Mais dans tous les cas, c'est des mecs qui sont fidèles à eux-mêmes et qui dégagent quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont pas lisses à faire comme les rappeurs, par exemple, les rappeurs centristes qui disent un truc et qui disent le contraire en fin de phrase. Et au final, il n'y a rien qui se dégage du son. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, j'apprécie vraiment ce que fait Mbappé et aussi dans une autre dimension, évidemment, il montre que le foot appartient encore aux footballeurs hein, et pas à la bureaucratie, technocratie qui gère du haut de leurs immeubles et de leur grand âge aussi, même si ça c'est à nuancer comme je disais, parce qu'en équipe de France, Mbappé c'est un petit peu le seul qui est en mesure de faire ce genre de déclaration. Donc franchement, félicitations à lui, voilà. Par rapport à un Deschamps qui va fermer sa gueule, c'est évident, et d'ailleurs, silence qui vaut soutien, hein, pour toutes les personnes qui au sein de la fédération ont pas dénoncé, ont vu mais pas dénoncé ce qui se passait, toutes ces personnes-là doivent être à incriminer au même titre que Noël Le Graët et toute cette génération qui est complètement dépassée, plus du tout en phase avec le football moderne et qui doit dégager. Voilà, on va pas faire le discours bateau qui vise à retracer tout ce qui s'est passé, l'état des lieux dans cette fédération où une prolongation de 4 ans pour un sélectionneur a été décidée par un seul homme, Noël Le Graët, et qui en plus ne sera plus là à la fin du fameux contrat signé. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement. Demain, je pense, pour l'avant-match PSG-Angers, parce qu'il y a des choses à dire, retour de Neymar et Lionel Messi probablement dans le groupe, et le 11, on l'espère, pour retrouver leur football. Et puis voilà, allez, bonne soirée, prenez soin de vous avant tout, allez Paris, ciao les amis.